Il est minuit passé, le 1er juillet 2002 dans la ville de Tver, à quelques heures au nord de Moscou. Dans l'obscurité, plusieurs silhouettes franchissent discrètement la clôture d'une propriété. Elles avancent sans un mot jusqu'à atteindre une fenêtre laissée ouverte. À l'intérieur, une famille est réunie. Quelques secondes plus tard, un bruit retentit. Une femme aperçoit des inconnus dans la maison et pousse un cri. Des coups de feu éclatent. Un homme accourt pour protéger son épouse. Les assaillants prennent la fuite, mais il est touché à plusieurs reprises. Transporté d'urgence à l'hôpital, il succombera à ses blessures quelques heures plus tard. L'affaire fait immédiatement la une de toute la Russie. Pendant près de 20 ans, les enquêteurs multiplieront les pistes, cambriolage qui tourne mal, règlement de compte, contrats commandités par la mafia. Les rumeurs se succèdent car la victime n'a rien à voir avec la politique, il n'est pas non plus un oligarque, ni un bandit reconnu. En fait, c'était un chanteur, et un chanteur dont tous les criminels du pays chantaient les chansons. Son nom était Mikhail Kruk. Не по масти я тебе, ты смотри в мои глаза. Брось трепаться о судьбе. Et pour comprendre pourquoi son assassinat a bouleversé toute la Russie, il faut remonter quelques années en arrière dans un pays où le crime organisé était pleinement institutionnalisé. En décembre 1991, l'Union soviétique disparaît officiellement. Après près de 70 ans d'existence, le plus grand État communiste du monde s'effondre presque du jour au lendemain. Pour des millions de Russes, c'est l'espoir d'une vie meilleure. Le communisme appartient désormais au passé et une nouvelle ère semble s'ouvrir. Mais cette transition vers l'économie de marché va rapidement tourner au chaos. En quelques mois, les prix explosent, l'inflation atteint des niveaux vertigineux, les économies de toute une vie disparaissent et des millions de personnes sombrent dans la précarité. Des usines ferment, les salaires ne sont parfois plus versés pendant plusieurs mois et l'État complètement dépassé peine à maintenir l'ordre. Dans ce vide laissé par un pouvoir affaibli, un autre pouvoir commence à émerger, celui du crime organisé. Partout dans le pays, des groupes criminels prennent le contrôle de quartiers entiers. Ils rackettent les commerçants, s'approprient des entreprises fraîchement privatisées et règlent leurs différends à coups de kalachnikov. Les assassinats et règlements de compte deviennent quotidiens et parfois dans les rues, à la vue de tous. Les Mercedes vitres teintées se mélangent au Lada Niva. De façon assez générale, les années 90 pour les Russes sont synonymes de criminalité. Au milieu de ces mafias, qu'on peut qualifier d'émergentes, on retrouve un groupe qu'on traduirait de voleurs au code d'honneur, Vor v zakonie. Et ces voleurs, régis par leur propre code d'honneur très strict, existent depuis bien avant. On en retrouve déjà dans les années 30 à l'époque de Joseph Staline. À cette époque, des millions de personnes sont envoyées dans les goulags. On y retrouve des opposants politiques, des prisonniers de guerre, mais aussi des criminels de droit commun. Ces derniers vont développer leurs propres règles, leur propre langage, leurs propres symboles et une hiérarchie stricte. Les plus respectés reçoivent un titre prestigieux, Vor v zakonie, qui est dans les grandes lignes comparable aux affranchis des films de Scorsese. Ces hommes doivent se consacrer toute leur vie au crime. Il leur est interdit de travailler pour l'État, de collaborer avec la police ou encore de dénoncer un autre criminel. Au fil des décennies, ils deviennent l'élite du milieu carcéral soviétique. Leur influence dépasse largement les murs des prisons, ils abritent les conflits, contrôlent des réseaux criminels et inspirent un profond respect jusque chez les autres détenus. Leur histoire connaît pourtant un tournant pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour renforcer son armée face à l'invasion allemande, Staline propose à certains prisonniers une réduction de peine en échange d'un engagement sur le front. Beaucoup acceptent, mais aux yeux des vrais bandits, prendre les armes pour servir l'État constitue la pire des trahisons. Alors retour dans les camps, ces anciens détenus sont considérés comme des renégats. Cette fracture déclenche une guerre interne d'une violence extrême connue sous le nom de guerre des chiennes, Soutchia Vojna. Un conflit qui fera des milliers de morts dans les prisons soviétiques et marquera durablement le monde criminel russe. Pendant des décennies, cette culture criminelle est restée relativement confinée aux prisons soviétiques. Mais avec la chute de l'Union, tout change. Les anciens détenus retrouvent la liberté, les bandits étendent leur influence dans tout le pays et avec eux leur culture sort progressivement des murs des prisons. Leur langage, leur tatouage, leur code d'honneur et même leur musique. En France, quand on entend chanson, on imagine Charles Aznavour, Jacques Brel, Michel Berger. En Russie, le terme chanson désigne un genre musical à part inspiré de l'univers carcéral. On y chante les longues peines, les amitiés forgées derrière les barreaux, la nostalgie de la liberté, mais aussi ces bandits et leur code d'honneur. Dans une Russie des années 90, en pleine crise identitaire où les repères traditionnels s'effondrent, ce genre musical connaît un succès fulgurant. Pour certains, ces musiques représentent parfaitement la dureté de l'époque en cours, d'autres y voient une forme de romantisme dans ce code d'honneur.
Quoi qu'il en soit, ce style est très populaire en Russie durant ces années. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve notre très cher Mikhail Kruk. Né le 7 avril 62 à Tver, alors appelé Kalinin, il grandit loin de l'image que l'on pourrait se faire d'un chanteur du milieu criminel. Il ne connaît ni les prisons soviétiques, ni les camps de travail, ni les gangs qui terrorisent les rues de Russie dans les années 90. Comme beaucoup de jeunes soviétiques, il effectue son service militaire, puis travaille quelque temps comme mécanicien automobile. Très tôt, Kruk développe une véritable admiration pour Vladimir Vyssotsky, immense poète et chanteur soviétique dont les textes souvent consacrés aux marginaux, aux soldats ou aux détenus ont profondément marqué plusieurs générations de Russes. C'est ainsi que Mikhail Kruk commence à écrire ses propres chansons à la fin des années 80 en se consacrant presque exclusivement à un univers bien particulier, celui des prisons, des criminels et de leurs codes. Contrairement à ce que beaucoup de Russes vont penser, Kruk lui n'a jamais mis un pied en prison. Pourtant, personne ne décrira cet univers avec autant d'authenticité que lui. Tout simplement car il est un excellent observateur qui fréquente d'anciens détenus et d'actuels bandits, à la façon d'Hermitage Trail pour la conception de son roman Scarface. Album après album, sa popularité ne cesse de grandir jusqu'à son tube absolu en 1998. Pour comprendre son succès, il faut d'abord savoir ce qu'est Vladimirsky Central. Située à environ 200 km à l'est de Moscou, cette prison est l'un des établissements pénitentiaires les plus célèbres de Russie. Construite à la fin du XVIIIe siècle, elle a vu passer des révolutionnaires, des opposants, mais aussi certains des criminels les plus redoutés du pays. Dans l'imaginaire des gens, c'est Alcatraz. Dans sa chanson, il adopte le point de vue d'un détenu qui regarde le monde continuer sans lui. Il évoque la nostalgie, le regret, le temps qui passe et cette liberté devenue inaccessible. Le ton touche le public et devient tout simplement un hit. En attendant que le succès, un mythe se crée autour de lui. Qui est-il vraiment et comment peut-il être si précis lorsqu'il s'agit de chanter le banditisme? D'un côté, rien ne permet d'affirmer que Kruk est lui-même appartenu à une organisation criminelle. Il n'a jamais été condamné pour des faits de grand banditisme. En revanche, il est indéniable qu'il fréquentait cet univers. Au fil des années, Mikhail Kruk se lie d'amitié avec plusieurs anciens détenus et personnalités influentes du milieu criminel. Il est également invité à se produire lors de soirées privées où se retrouvent des hommes d'affaires, mais aussi des figures du banditisme russe. Parmi ces rencontres, une revient particulièrement souvent, celle d'Alexandre Severov, plus connu sous le nom de Sacha Sever. Contrairement à Kruk, Sacha Sever est un véritable bandit, incarnant l'ancienne tradition des voleurs dans la loi, avec son prestige et son influence dans le monde criminel. Les deux hommes se rencontrent dans les années 90, selon plusieurs témoignages, Kruk s'inspire de leur conversation pour écrire certaines de ses chansons, d'autres affirment même que Vladimirsky Central est écrite entièrement pour Sacha Sever. Pour être le plus complet possible, Sacha serait aujourd'hui toujours en vie après près de 30 ans de prison. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2014, il a été découronné par ses pairs, qui considéraient que Sacha se présenterait trop comme personnalité publique. Bon, et donc est-ce que c'est cette proximité avec le banditisme qui lui a coûté la vie ce 1er juillet 2002 ? Peu après minuit, deux hommes pénètrent dans la propriété. Pendant longtemps, certains imagineront un commando venu exécuter le chanteur, pourtant les faits semblent raconter une histoire tout à fait différente. Les intrus commencent par fouiller la maison, ils cherchent manifestement de l'argent ou des objets de valeur, mais tout bascule lorsqu'Irina, la femme de Mikhail, tombe nez à nez avec eux. Elle crie, en entendant les appels de sa femme, Mikhail accourt immédiatement. Les cambrioleurs ouvrent le feu, touché par plusieurs balles, le chanteur s'effondre. Dès les premières heures de l'enquête, une théorie est dans toutes les têtes. Ce cambriolage est un assassinat commandité contre le chanteur qui fréquentait de très grosses têtes du banditisme russe. Les agresseurs prennent aussitôt la fuite. Transporté à l'hôpital de Tver, Mikhail Kruk est opéré en urgence. Les médecins tentent de le sauver pendant plusieurs heures, en vain. Et dès les premières heures de l'enquête, une théorie est dans toutes les têtes. Ce cambriolage est un assassinat commandité contre le chanteur qui fréquentait de très grosses têtes du banditisme russe. Cette enquête va durer 17 années. Les cambrioleurs étant eux-mêmes morts entre-temps, la résolution repose en 2019 sur les aveux d'un homme, Alexandre Agueyev, malgré que ce dernier ait nié des années durant toute implication dans ce meurtre. En 2019, le comité d'enquête russe estime avoir reconstitué le déroulement des faits et considère l'affaire comme élucidée. Pour les enquêteurs, Mikhail Kruk n'a pas été victime d'un contrat mais d'un cambriolage qui a mal tourné. Cette conclusion n'a toutefois pas convaincu tout le monde, notamment parce qu'elle repose en partie sur des aveux obtenus 17 ans après les faits et qu'aucun procès n'a pu avoir lieu, le tireur présumé étant déjà mort. Des milliers de personnes assistent à ces funérailles à Tver. Les anonymes déposent des fleurs devant son domicile tandis que les médias lui consacrent des éditions spéciales pendant plusieurs jours.
Mais contrairement à beaucoup d'artistes dont la popularité s'estompe après leur disparition, Mikhail Krug entre définitivement dans la légende. Ses chansons continuent d'être diffusées à la radio, reprises par de nombreux artistes et chantées dans tout le pays. Vladimirski Central devient un véritable classique de la musique russe. Plus de 20 ans après sa mort, Mikhail Krug reste une figure à part dans la culture russe. Il n'était ni un gangster, ni un homme politique, et pourtant, il est devenu la voix d'une Russie tourmentée, celle des années qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique. Конечно же, сижу, представляю себе, что будет дальше. Дальше, как руку положит на сердце, как случится. Конечно же, не хочется в грязь лицом ударить, хочется войти в историю и быть запоминаемым.